Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes. Autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. L'élan, c'est aussi des conseils, des astuces pour mieux avancer au quotidien avec des personnalités expertes dans leur domaine. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'Olga, professeure de yoga. Cet épisode a été enregistré pendant cette période de confinement et plus que jamais, le besoin de prendre soin de soi, de son esprit, de son corps se fait ressentir. Olga a donc partagé son parcours et comment le yoga peut nous aider à nous sentir mieux au quotidien. Bonne écoute! Bonjour Olga! Bonjour! Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Vous êtes professeur de yoga et relaxologue. Avant de parler davantage de votre pratique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre parcours jusqu'ici? Volontiers. Donc, j'ai 57 ans. Ça fait 12 ans que je donne des cours de yoga. J'ai 2 enfants qui sont grands et indépendants, ce qui peut me donner la possibilité de me consacrer entièrement à mon activité professionnelle. C'est un point important. Cette activité, je l'ai pensée et organisée pour qu'elle puisse suivre mon évolution personnelle. C'est ce que je souhaitais. Et c'est un fruit d'une réflexion, un parcours de vie. Voilà. Un mot sur mon parcours de vie peut-être, sur mon travail? Oui, tout à fait. Par exemple, comment vous avez découvert le yoga? Alors, j'ai découvert le yoga relativement jeune, à 15 ans. Pour nous, dans notre société, c'est jeune. Et ça a été le fruit du hasard, en fait. Je regardais l'activité de yoga qui se déroulait dans un centre et les fenêtres du salon de notre appartement donnaient sur ce centre. Et j'ai regardé avec attention ce qui s'y déroulait. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le yoga. Donc j'ai franchi après le pas et j'ai été voir ce qui se passait dans cette salle. Et par contre, dans ma vie professionnelle, ça n'avait rien à voir. J'ai commencé dans un autre univers. Je ne pensais pas un jour donner des cours. Ça, c'est ce que je trouve le plus important et ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est-à-dire de sentir la vie qui évolue, qui nous amène petit à petit vers des sentiers qu'on n'avait pas pensé explorer au départ. Voilà, donc moi j'ai travaillé dans la musique, dans l'organisation des concerts de musique classique. Et il y avait énormément de stress et toute une image aussi très importante à mettre en avant. Donc c'était avec des personnalités du monde musical et je me suis efforcée de servir au mieux leur talent d'interprète et ainsi que leur image. Et puis après plusieurs années, quelques déconvenues, puis d'une certaine fatigue, j'ai eu envie d'autre chose. Comme je pratiquais le yoga de façon régulière et que je suivais des cours depuis des années, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans cette expérience. Et surtout, j'ai fait une connaissance. J'ai rencontré un maître de yoga et qui était musicien. Donc ça m'a permis de concilier ces deux passions. Ce musicien s'appelle Lav Kumar Sharma et je l'ai rencontré dans un centre très connu à Paris qui s'appelle Tapovan. Ce Tapovan, c'est un lieu, c'est fait référence à ce lieu où des sages indiens se rassemblent et pratiquent le yoga loin de l'agitation. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Voilà. Et du coup, j'imagine que lorsque vous avez décidé d'être professeur de yoga, ça ne s'est pas fait si rapidement. Comment cette formation s'est-elle déroulée? Oui. Alors, il a fallu déjà que je prenne conscience de ce besoin de changement. Et les choses se sont mises en place, on va pas dire facilement, c'est vrai, mais relativement de façon fluide. Et quand j'ai appris à perfectionner ma pratique, j'ai appris en même temps à transmettre la connaissance et à donner des séances de yoga. Cette amélioration dans ma pratique a été déterminante. Comme ça, j'ai pu approfondir l'aspect technique qui m'a passionnée. Et également, évidemment, l'aspect philosophique et culturel. Et là, c'est un univers qui s'est ouvert à moi. Je souhaitais un changement de vie
et de rythme. Et tout naturellement, ma vie s'est mise à l'unisson de cette aspiration profonde. Voilà. Alors cette formation, elle s'est faite sur plusieurs années. Et du coup, la formation initiale que vous aviez, enfin initiale ou en tout cas sur ces différentes années, c'était dans un centre particulier? Est-ce que vous êtes parti à l'étranger? Alors, dans un premier temps, j'avais pratiqué personnellement dans différents centres indiens. J'ai toujours été aux racines du yoga. J'ai toujours travaillé avec des Indiens. Et par la suite, j'ai rencontré des Français. Hein. Mais au départ, voilà, j'allais dans des centres clés comme le Soleil d'Or et naturellement, j'ai été à Tapovan. À Tapovan, j'ai suivi une formation sur 4 ans. Au cours de cette formation, il y avait une semaine de formation complète ou des week-ends. Après, on est parti à leur centre en Normandie. Voilà, ça s'est étalé et j'avais des phases d'apprentissage et des phases d'intégration. D'accord. Est-ce que ça veut dire que pendant ces 4 ans, vous n'étiez encore que élève et pas encore professeur, ou vous commenciez aussi à donner des cours? Non, j'étais élève. Par contre, il y a eu une soutenance d'un mémoire que j'ai rédigé sur le yoga et la musique. Et effectivement, entre la soutenance, au départ, j'ai commencé un travail personnel assez intense qui m'a demandé vraiment des heures de travail. Et là, j'ai commencé à donner des cours, tout en écrivant ce mémoire. Quand j'ai présenté ce mémoire, il y avait déjà quelques élèves qui sont venus pour me soutenir. D'accord. Et donc du coup, de ce que je comprends, c'est que vous l'avez dit, lorsque vous avez commencé à plonger dans l'univers du yoga, dans ce centre, un univers s'est ouvert à vous. J'imagine que vous avez découvert d'autres activités qui sont reliées au yoga. Pendant ces 4 années de formation, est-ce que c'était uniquement des cours sur de posture, de yoga, L'aspect technique, oui. d'aspect technique, ou est-ce qu'il y avait d'autres aspects aussi que vous avez étudiés? Absolument. Outre la philosophie, c'était la musique. La musique, les chants. On n'imagine pas à quel point la musique a une place importante dans le yoga. Travailler le son et travailler le chant sont 2 choses. On peut travailler, puisque j'avais la chance de travailler avec un yogi musicien, on a travaillé ce que l'on appelle le nada yoga. Le son pur, le fameux Om que l'on chante de façon traditionnelle, et intégrer les mantras. Au départ, même si on ne comprend pas ce que l'on chante, on est attaché à la prononciation et à l'effet vibratoire, la ligne mélodique qui se déroule et qui petit à petit nous entraîne à explorer des aspects de soi. Très bien. Et donc après ces 4 années, donc vous êtes devenu professeur de yoga. Oui. Juste avant de parler un peu justement de votre enseignement, quand on souhaite devenir professeur de yoga, est-ce qu'il y a finalement des prérequis par rapport à sa pratique et pour pouvoir justement prétendre un jour à être professeur de yoga? Alors ça, c'est un petit peu difficile. Certains diraient non. On peut commencer une formation de yoga sans avoir soi-même une expérience. Je trouve que c'est quand même nettement insuffisant. C'est bien dommage. Il faut avant tout pratiquer avec un professeur. Il faut s'investir en tant qu'élève pour après s'orienter dans la démarche de l'enseignement. Voilà. Il ne faut pas se projeter, se rêver professeur. On ne joue pas au professeur quand on enseigne, justement. Il me semble que quand on sort avec son diplôme, il faut oublier ce rôle de professeur. On est dans une autre, on s'est justement dépouillé de cette image. Or, si on met la charrue avant les bœufs et qu'on cherche une formation en se disant je vais devenir professeur, on oublie que le yoga c'est pas ça. Le yoga c'est d'abord une démarche personnelle. Voilà. Et si on ne passe pas par cette étape, je pense qu'il y a un pan qui va nous manquer. Oui, d'accord, je comprends. Et donc ensuite, vous avez été donc diplômé, Oui. si on peut dire, et donc professeur de yoga. Comment vous avez trouvé votre premier emploi en tant que justement
enseignante ou professeure de yoga? Alors, tout simplement dans le centre où j'ai été formée, parce que D'accord. j'étais tellement bien dans ce centre qui m'a beaucoup apporté. J'avais envie de rester, j'étais attachée à leur éthique, à leur sensibilité. Chaque centre défend certaines valeurs du yoga. Et à Tapovan, j'étais particulièrement à l'aise et bien, donc j'avais envie de continuer. Et deuxièmement, j'avais déjà une association qui était destinée pour l'organisation des concerts. Tout naturellement, cette association s'est adaptée à cette deuxième orientation dans ma vie. Et je me suis servi de la structure pour donner des cours dans des salles municipales et des salles privées. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous continuez aussi à avoir comme ça, intervenir dans plusieurs centres ou associations? Non, c'est mon association qui gère les cours. En fait, D'accord. on a créé nos cours, notre dynamique de cours au sein de la ville où j'habite, à Clamart. Et dans le centre que vous venez de citer, là où Tapovan, vous avez Tapovan, là où vous avez été formé, voilà. est-ce que vous continuez également à donner des cours là-bas? Oui, oui, oui. Tous les jeudis, j'assure 3 cours de yoga et de yoga nidra. D'accord. Alors maintenant, si j'en reviens un petit peu plus sur les types de séances que vous pouvez proposer, est-ce que vous pouvez me décrire, on va dire, une séance un peu type avec vous? Oui. Au début, on a 2 possibilités. En fait, soit on commence allongé, soit on commence debout. Généralement, le soir, les élèves sont un peu fatiguées, elles sortent du travail, donc on va privilégier plutôt d'être allongé et d'avoir un temps de coupure avec cette précipitation. On arrive toujours un peu en retard, on se déshabille, on discute. Un temps d'arrêt allongé au sol est nécessaire. C'est un temps de préparation comme un sas de décompression. Puis on va mettre le corps en mouvement quand on a connecté avec la respiration. On ne va D'accord. pas bouger son corps, entrer dans des postures si la respiration n'est pas au rendez-vous. Et ce lien subtil avec son souffle, c'est déterminant pour le bon déroulement de la séance. Puisque justement dans notre journée, on est en rupture avec cette énergie. On verrouille le souffle et on le conditionne pour qu'il réponde, qu'il soit présent selon notre volonté. Le simple fait de s'allonger et de le laisser faire et de prendre le temps d'actionner le corps, de rentrer dans le mouvement tout en laissant le souffle libre, là c'est déjà une petite révolution. Et petit à petit, chaque séance est différente. Là, on va rentrer dans les asanas, on enchaîne les postures, plus ou moins dynamiques. Petit à petit, il y a un peu une montée en puissance. Une fois qu'on aura bien chauffé le corps, on va pouvoir faire un enchaînement. Ensuite, systématiquement, on va entrer dans un travail d'assise pour travailler ce passage entre le mouvement et l'assise. À nouveau, le souffle va nous servir. On a des techniques que l'on appelle les bandhas, où on va rentrer le ventre, expirer. Voilà, on a plusieurs petites séquences, puis on va s'asseoir. Et l'assise, c'est une deuxième révolution. On s'assoit en silence, dans une posture confortable, et on va véritablement travailler le pranayama, les techniques de respiration. La séance se termine dans le silence total, ce qui peut ouvrir vers la méditation. Voilà. Et ça dure environ combien de temps une séance? C'est 1 heure? Minimum 1h15, entre 1h15 D'accord. et 1h30. Très bien. Est-ce que du coup, là, j'imagine que ce sont des séances en groupe Oui. que vous venez de citer. Est-ce que c'est possible d'enseigner uniquement pour des séances individuelles? Traditionnellement, le yoga s'enseigne de façon individuelle, de D'accord. maître à élève. Bien sûr, j'ai des séances individuelles, je me rends chez les gens ou dans ma salle habituelle, je reçois. Évidemment que c'est pour des raisons économiques, des raisons pratiques. On a tendance à privilégier
Les cours collectifs qui, sur l'année, évidemment, reviennent moins chers. Mais certaines fois, on a vraiment besoin d'un cours individuel pour des raisons de santé, parce que la vie a fait qu'on traverse des épreuves et qu'on a besoin d'avoir un regard bienveillant, plus attentif sur soi. Voilà. Alors ça, on y reviendra parce que j'imagine que le yoga a de nombreux effets bénéfiques, donc vous pourrez nous en dire un peu plus juste après. Bien J'ai sûr. encore quelques questions sur justement la formation que vous avez suivie et votre parcours. Est-ce que pour enseigner, il est important pour vous de continuer à vous former régulièrement? Oui, ça, alors, une chose par rapport à la formation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, j'ai mis l'accent sur le fait que j'ai trouvé ma formation quand j'ai eu une prise de conscience sur mon existence et celle de mes proches. Et tout naturellement, la rencontre s'est faite. Évidemment qu'on peut aller sur Internet et trouver des formations. Il y a des centres réputés, au moins, ça constitue une preuve de sérieux. On peut même faire des formations à distance, couplées avec des week-ends. Une chose est sûre, c'est qu'on ne devient pas professeur avec quelques week-ends, 3-4 week-ends, comme certaines fois c'est proposé. Il faut un minimum de 500 heures de formation pour prétendre à proposer un cours vraiment de yoga, avec cet intitulé de yoga et pas uniquement des postures corporelles. Au niveau de la formation post-formation, destinée aux professeurs, et qui souvent sont pris en charge par la formation professionnelle, c'est très important. On peut faire des stages auprès aussi d'enseignants qui nous inspirent, passer des week-ends, passer une semaine, et voir un maximum de maîtres. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais, et bien sûr, dès que je peux, je retrouve mon maître qui me sert de référence. D'accord. Alors vous l'avez introduit tout à l'heure, votre maître. Quel est son rôle exactement Il me ressource. D'accord. Voilà. Il me donne. C'est une question de sensibilité. On n'est plus après au niveau de la technique. C'est simplement, ça me fait du bien. En plus, comme il est musicien, ça me permet de chanter, de pratiquer ce pan du yoga, et que tous les yogis ne pratiquent pas non plus. Il y a beaucoup de cours de yoga où on ne fait que des postures. Ce retour aux sources est nécessaire. Alors du coup, une question certainement très naïve, mais ce maître dont vous parlez, comment il a justement eu ce statut de maître? Est-ce que c'est par rapport à son expérience, ses années de maîtrise? Je pense que ce sont les élèves qui le reconnaissent comme un maître. D'accord. C'est pas lui qui s'impose. Et justement, il n'est pas du tout professeur, il joue pas ce rôle-là. Et dans la mesure où la rencontre avec une personne modifie en profondeur son existence, on peut considérer soi-même qu'il incarne une tradition. En fait, en l'appelant maître, pour soi, hein, quand je le vois, je l'appelle pas maître, je l'appelle par son prénom, voilà. Mais pour moi, je le considère comme un maître parce il fait partie de cette grande chaîne de la transmission de la connaissance. Est-ce que ça veut donc dire que pour d'autres personnes, vous pourriez donc être leur maître également si vous les inspirez? Ça, j'en sais rien, il faut leur demander. Mais ça serait possible, c'est ça? C'est-à-dire que Dans finalement, l'absolu, voilà, exactement. Quand D'accord. on est plus dans le statut de professeur. D'accord, je comprends. Alors j'ai aussi évoqué dans ma courte introduction que vous étiez relaxologue. Est-ce que vous pouvez juste me dire en quoi ça consiste? Ce que l'on appelle, nous, relaxologues dans le monde du yoga, se définit par rapport à un type de yoga, le yoga nidra. J'ai mis relaxologue pour que ça soit facile d'accès, puisque yoga nidra, ça ne parle pas à tout le monde. C'est une technique issue de 2 traditions, tantrique et védique, 2 sources différentes. On pratique ce yoga allongé au sol en shavasana, c'est-à-dire la posture du cadavre. On ne bouge plus, on est confortablement installé, et tout se déroule comme un voyage intérieur. On écoute la voix qui va nous guider. Il y a des méthodes, c'est très précis, et la séance dure un minimum de 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure. Il y a des thématiques, ces thématiques varient en fonction des besoins de la personne.
Et ça, en quoi c'est différent d'une séance de méditation? La position du corps n'est pas du tout la même, D'accord. allongée et assise. Une assise est une posture exigeante. Quand on est allongé en Shavasana, c'est facile, on met même une couverture, on met même un petit coussin, c'est le confort. On va oublier le corps. On va rentrer dans un voyage dans une autre dimension. Tandis que dans l'assise, c'est une exigence importante. On est surpris quand on commence la méditation de s'apercevoir que le corps fait mal. On a un point dans le dos, on a mal aux fesses, on a mal aux genoux. Et on peut être perturbé par les difficultés corporelles et avoir du mal à rentrer dans la méditation. Ça va demander véritablement une pratique intensive. D'accord. Et donc les séances de 20 minutes dont vous venez de parler, donc de relaxologie, est-ce que ce sont des séances qui sont indépendantes ou que vous intégrez aussi dans des séances plus classiques? Elles sont indépendantes à Tapovan. Nous avons une séance le jeudi à 17h qui est uniquement consacrée à Yoga Nidra. Mais maintenant, de temps en temps, je présente à mes élèves un Yoga Nidra pour qu'ils puissent le découvrir. Et quand nous faisons des satsangs, le samedi, on réunit sur une thématique les élèves qui ont envie d'approfondir des points de yoga. On termine toujours le satsang par un Yoga Nidra. Et de façon individuelle, il y a des personnes qui peuvent prendre des séances individuelles uniquement pour pratiquer Yoga Nidra. Très bien. Et du coup, j'avais également une autre question sur votre parcours et votre expérience. Est-ce que vous pratiquez vous d'autres activités sportives ou artistiques en dehors du yoga? Alors, sportive, j'adore aller à la piscine. Ça me détend, piscine, hammam et les massages. Voilà, ça complète mon approche corporelle. Et au niveau de l'expression artistique, je joue du piano. Et c'est effectivement un point important dans le yoga, d'avoir une démarche artistique, que ça soit la peinture ou la musique. Est-ce que aujourd'hui il y a des sportifs, enfin voilà, avec sport collectif ou individuel, qui pratiquent également le yoga pour des bénéfices particuliers? Il y a effectivement des coachs sportifs qui ont envie de mettre une nouvelle corde à leur arc. Je trouve que c'est très bien comme démarche. Il faut simplement être très clair. On se sert alors d'éléments de yoga pour augmenter les performances dans un sport. Mais c'est pas pour autant que le coach sportif est un yogi. Bien sûr. Voilà, il peut simplement s'inspirer, voilà, avoir eu quelques notions et se dire ah oui, dans le yoga, on travaille pas tout à fait pareil. On va faire, c'est tellement précis le yoga, c'est tellement complet. Tant mieux si on peut s'inspirer. Mais ce n'est pas un cours de yoga. Et du coup, vous venez de dire que pour certains sportifs, ils utilisent le yoga pour augmenter leur performance sportive. Est-ce que vous avez des exemples de citer quelques sports où justement en complémentant avec des postures de yoga, ils vont justement améliorer leur performance? Et au niveau des assouplissements, un sportif doit être souple. Il n'y a pas que la force. Il faut vraiment étirer de façon juste les muscles. Et également au niveau de la résistance, parce que le yoga, on s'en aperçoit très rapidement quand on pratique, il faut également développer son endurance, sa capacité à ne pas souffrir dans une posture, relâcher les tensions et faire appel à une force intérieure qui permet d'aller plus loin. Donc en fait, c'est toute catégorie sportive. Et au niveau de la respiration, quand on pratique, j'ai un de mes élèves qui pratique l'apnée, il rencontre plein d'éléments dans le yoga qui lui permettent d'aller plus loin au niveau de toutes les performances sportives, hein, même l'équitation, au niveau de l'équilibre corporel et au niveau de la sensibilité. On n'écoutera pas son cheval de la même manière quand on a travaillé sur soi. D'accord. Dans les précédentes questions, vous l'avez dit, il y a plusieurs types de yoga. Vous en avez cité quelques-uns.
Comment aujourd'hui, pour une personne qui serait intéressée à commencer, comment on fait pour s'y retrouver parmi toutes les différentes formes que l'on peut retrouver dans les centres à proximité de chez nous, pour trouver celui qui nous convient le mieux? Ça, c'est une question fondamentale. J'ai envie de dire qu'il existe autant de formes de yoga qu'il existe de professeurs, parce que chacun va mettre l'accent sur ce qui le touche particulièrement. Pour l'un, ce sera l'anatomie, il sera donc très précis dans ses asanas. Pour d'autres, ce sera les chants. Mais ça, c'est une réponse rapide. On peut quand même dire que la tradition s'accorde à expliquer que l'être humain est doté d'un corps, d'émotions et de raison. Et chacun d'entre nous possède une inclinaison particulière pour appréhender le monde en fonction de son tempérament. Tempérament actif, sensible ou tempérament intellectuel. Ce qui va se traduire dans l'expression spirituelle comme la voie, sachant qu'une orientation n'exclut pas les autres voies. La voie se nourrit à plusieurs sources. Quand on parle du yoga, il faut comprendre qu'on fait allusion à une discipline qui est élaborée pour échapper au cycle karmique. C'est ça le yoga. Pour suivre la voie de délivrance, on va emprunter un chemin tracé par des sages. Et on va privilégier en fonction de nos capacités, de notre sensibilité, une forme particulière. Ainsi, on peut dire que si le point de départ est le corps et la matière, nous allons nous diriger vers le Hatha Yoga. Si maintenant l'aspect plus subtil des énergies et la dimension médicale nous attirent, nous avons le Kundalini Yoga, appelé également l'Aya Yoga. Si maintenant la dimension ésotérique, plus secrète, nous inspire, nous allons nous diriger vers le yoga tantrique. Si le son, la musique, est notre domaine de prédilection, nous allons évidemment vers le Nada Yoga, le Mantra Yoga. Si la méditation, qui est au cœur de la démarche du yoga, mais si c'est vraiment notre aspiration profonde, nous allons aller vers le Raja Yoga ou Ashtanga Yoga de façon traditionnelle. Si l'approche intellectuelle, le sens des textes et le silence intérieur sont prioritaires, nous allons choisir le Jnana Yoga avec l'image de Sri Aurobindo, qui est une grande figure. Si l'amour, la dévotion, qui s'exprime à travers Dieu ou un maître ou un art ou même la nature, sont au cœur de notre préoccupation, nous allons nous diriger vers Bhakti Yoga. On peut citer l'image de Ramakrishna. Maintenant, on a un autre yoga très important, c'est l'action pure et noble. Les actes désintéressés, un peu comme les chevaliers du Moyen-Âge, qui vont servir une cause, eh bien, ça s'appelle le Karma Yoga. On peut prendre l'image de Gandhi. Voilà, ça, ce sont l'expression de la voix dans le yoga. Maintenant, il ne faut pas confondre avec les écoles. Et là, les écoles, elles sont multiples. Parce qu'au cours du XXe siècle, le yoga s'est installé en Occident, dans les ashrams, dans les écoles des fédérations. Et il y a eu une figure emblématique en la personne de Krishnamacharya, qui a été le premier à présenter le yoga avec les postures, des séquences rythmiques et faire référence au Hatha Yoga traditionnel. Mais il l'a ouvert aux femmes et surtout à tous les gens qui n'étaient pas des ascètes et même des élèves qui n'étaient pas en bonne santé. Il a modifié cet aspect du yoga pour le rendre à la portée de tous. À partir de ce moment-là, une brèche s'est ouverte et on s'est emparé du yoga en Occident. On peut citer par exemple Iyengar, un de ses élèves. Iyengar a donné même son nom à un type de yoga et il y a aussi Patabi Joyce qui va donner le nom il va reprendre le nom d'Ashtanga pour s'en servir dans un contexte moderne. Il est connu sous le nom de Power Yoga. Alors pour faire plus rapide, plus simple, je vais vous donner quelques noms de yoga que l'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui dans un yoga dans une approche contemporaine. On parle déjà du Hatha Yoga, comme je l'ai déjà cité, en référence à un yoga traditionnel et classique. On parle du Kundalini Yoga
pour la puissance et la vigueur de cette approche. Quand on parle de l'Ashtanga Yoga moderne, c'est un yoga énergique et athlétique avec des enchaînements rapides. On parle également du Power Yoga qui travaille sur le renforcement musculaire et c'est un aspect un peu plus fun. Il y a également le Vinyasa Yoga qui, lui, est très rythmé et qui va travailler sur des enchaînements souples et créatifs. Il y a un yoga dont on parle aussi beaucoup, c'est le Bikram Yoga, dans des centres où on chauffe avec intensité à plus de 40 degrés. On enchaîne des séries de postures. J'ai parlé du yoga Iyengar, qui est un yoga très précis, qui va faire très attention à l'alignement corporel et aux enchaînements, et qui a une particularité, c'est l'utilisation de matériel, des briques, des coussins, des sangles, pour apporter une certaine facilité à l'exécution des postures. On parle également du fly yoga. C'est un yoga complètement contemporain, très fun, où on pratique dans un hamac. C'est assez euphorisant. Ah, celui-là, je ne le connaissais pas. Voilà. Mais ça, pourquoi pas? On peut commencer comme ça si ça nous amuse. Bon, il y a peut-être certaines limites. Voilà. Et il y a également le yin yoga, qui est très à la mode. C'est un yoga qui met l'accent sur l'aspect lunaire. Donc, on va tenir longtemps les postures et on utilise également du matériel. Et on cite encore un dernier yoga, le yoga nidra dont j'ai parlé, puisque c'est très particulier, c'est le seul yoga sans mouvement. Voilà. D'accord. Autrement dit, vous l'avez compris, vous choisissez le yoga en fonction de votre personnalité. Voilà. Très bien. Et du coup, je l'ai pas forcément mentionné, mais vous êtes professeur de Hatha Yoga, c'est bien ça? Oui. Et de Yoga Nidra. Oui. Est-ce que dans la formation, là je reviens un tout petit peu en arrière au niveau de votre parcours, mais est-ce que dans la formation que vous avez suivie, c'est du coup une formation très spécifique pour ces deux formes de yoga, ou ça reste assez généraliste pour aborder les autres types? Vous avez entièrement raison. En fait, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait 3 formations. La première à Tapovan pour le Hatha Yoga. Après, auprès de Micheline Flack, j'ai travaillé sur le yoga Nidra. J'ai suivi tout un cycle. Et après, j'ai fait un deuxième cycle de yoga Nidra avec Christian Kitomnirov. Voilà. Donc, il a fallu... et puis après, j'ai fait des petites formations parallèles. D'accord. Donc c'est vraiment, on est professeur de yoga pour un type particulier. Oui, presque, oui, tout à fait. En D'accord. tout cas, ces deux-là sont distincts, oui. Ensuite, vous avez cité on a commencé à parler des effets bénéfiques pour du yoga. On a parlé notamment pour les sportifs qui peuvent améliorer leur performance sportive. On a également parlé que vous pouvez organiser des sessions individuelles si les personnes en ressentent les besoins. Est-ce que vous pouvez me parler d'autres effets qu'aurait le positif, bien sûr, bénéfique qu'aurait le yoga? Alors, c'est une vaste question. On ne peut pas hiérarchiser les réponses. On aurait tendance à mettre en avant la santé et la gestion du stress. C'est vrai, ça Voilà. revient souvent. Donc, mais il faut savoir que si on se rapproche de la tradition, on comprend que le yoga est une voie de libération, moksha, afin d'échapper donc au cycle infernal des renaissances, samsara. C'est ça le yoga. Les sages indiens ont mis en place des techniques précises pour libérer le corps et apaiser l'esprit. Ainsi, l'âme se révèle dans toute sa plénitude, sereine et joyeuse. On peut dire qu'en fait, le but, c'est vraiment de retrouver cette sérénité et cette joie profonde que nous avons tous, mais qu'on oublie. Donc, ainsi, on a nos 3 réponses. Le corps, qui est considéré avec respect, il est soigné pour conserver la santé. Il y a des méthodes et une régularité à travers les asanas. L'esprit, qui est dirigé pas à pas vers le lâcher-prise émotionnel et par des techniques, essentiellement la respiration, pranayama. Et donc l'âme, qui exprime sa présence et qui va véritablement donner un sens à la vie. Autrement dit, les vertus du yoga, c'est un processus de transformation intérieure. Voilà. Et au bout de combien de temps des personnes, par exemple, peuvent voir une transformation comme ça, aussi bien sur leur mental
sur leur physique. J'imagine que sur l'âme, c'est peut-être un peu plus compliqué de le déceler, mais voilà, est-ce qu'il y a une espèce de moyenne qu'on peut observer? Oui, mais c'est pas du tout difficile, absolument pas. C'est dès la première séance. Dès D'accord. la première séance, on a les effets. On se sent bien, on se sent mieux, apaisé et heureux. C'est gagné. Et son âme, elle est présente tout le temps. Il faut simplement lui laisser la possibilité de s'exprimer. Pour maintenir l'effet de la première séance, eh bien, il faut pratiquer le lendemain et tous les jours. Et comme ça, les effets ils se renforcent. Mais on n'attend pas 10 ans. Non, c'est immédiat. Est-ce que vous conseillez à vos élèves de pratiquer tout seuls, chez eux, Oui, entre deux séances? l'autonomie, c'est fondamental. On a besoin tout au long de sa vie d'être en contact avec les autres et pratiquer avec d'autres personnes. Ça, c'est pas, on va pas s'enfermer dans une grotte, dans son salon, en se disant maintenant j'ai besoin de personne. Non, le yoga, c'est un partage. Mais l'étape de l'autonomie, quelques asanas, 2, 3 postures, c'est fondamental. Très bien. Vous l'avez dit à plusieurs reprises que finalement, pratiquer le yoga, c'est aussi un mode de vie. Oui. J'avais du coup quelques questions sur les autres finalement pratiques, aspects qui sont liés autour du yoga et qu'on entend assez souvent. Vous en avez déjà dit beaucoup. Quels sont aujourd'hui les liens véritables entre le yoga et la méditation? Alors, ça, c'est fondamental parce on a tendance à les dissocier. Et en fait, Ouais. quand on étudie le yoga, on, on étudie un texte très important qui s'appelle les Yoga Sutras du sage Patanjali. Tous les yogis font référence à ces sutras. Et dans le chapitre 2, qui s'appelle Sadhanapada, et le sutra 29, que tout le monde connaît, je me fais un plaisir de vous le citer, Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhi. C'est donc l'énoncé des 8 parties de la discipline yoga. Je reprends, les yama niyama, ce sont les aspects, les principes éthiques pour bien vivre avec les autres et soi-même. Les asanas, on en a parlé. La pratique du pranayama, c'est-à-dire la respiration, on en a parlé. Ensuite, on a le pratyahara. Là, on rentre dans la partie la plus subtile. Nous avons des informations du monde qui nous arrivent par nos sens. Mais les sens peuvent aussi, non pas nous conduire en erreur, mais disons nous enfermer dans des schémas. On a besoin de les mettre un peu en retrait. C'est la technique pratyahara. À partir de là, on va rentrer dans le cycle de la méditation qui, selon Patanjali, est décrit en 3 étapes. Dharana, Dhyana, Samadhi. Vous vous rendez compte, juste pour la méditation, il y a 3 mots, 3 approches. Alors que les asanas, tous les fameux asanas que l'on pratique, c'est juste regroupé sous un seul terme. Ce sont dharana, dhyana, samadhi, des paliers à franchir, parce que la méditation, elle ne s'improvise pas. Elle va être amenée petit à petit. Quand on pratique le yoga, on est amené à pratiquer la méditation. Et donc vous disiez tout à l'heure que donc la posture de la méditation, c'est celle qui est assise, en Oui, tailleur. oui, voilà. Alors on peut s'asseoir de différentes façons. D'accord. Les Indiens s'assoient par terre, sans coussin. Nous, en Occident, on a quand même du mal à apprivoiser le sol. Il ne faut pas hésiter à prendre des coussins. Dans les coussins, on a différentes formes, on a différentes hauteurs. Et il faut essayer les genoux toujours plus bas par contre que le bassin, ça c'est très important, mais ils ne touchent pas obligatoirement le sol. Donc on va peut-être mettre une couverture sous les genoux pour donner ce confort. Il faut entrer en contact avec le sol au niveau des genoux, au niveau du bassin, mais on se sert d'un matériel. Parce que l'assise, c'est fondamental. La colonne vertébrale doit être bien alignée à partir du coccyx, tout le long de l'axe, libéré pour que la circulation énergétique se fasse, et que le sommet de la tête
soient dirigés vers le haut et reçoivent l'énergie céleste. Et on va dire, alors c'est peut-être une question qui est pas si simple à répondre, mais est-ce qu'il y a une durée un peu moyenne de méditation? Il faut s'entraîner. On va Oui, pas commencer avec une demi-heure, parce qu'on va jamais méditer pendant une demi-heure. On va faire semblant. oui, Voilà, le yoga, ce qui est extraordinaire dans cette discipline, c'est qu'on y va par paliers. Tout au long de la séance de Hatha Yoga, avec son corps, le corps en mouvement, la respiration, le calme intérieur, on entre dans un état méditatif. mhm, Tout naturellement, quand on va être assis, la méditation, elle est déjà amorcée. d'accord. On va entrer avec quelques respirations, puis le silence, ça y est, on rentre dans la méditation, au cœur même de la méditation. Et le temps, tout dépend du temps que vous avez à consacrer. On va dire que un minimum de 3 minutes de silence total, là c'est déjà c'est déjà un pas énorme. Puis on va rentrer dans 5 minutes, 10 minutes. Et par contre, on va essayer de se donner une rigueur pour le temps consacré à la méditation. C'est pas un jour un quart d'heure et le lendemain 3 minutes. Il vaut mieux se dire tous les jours, je fais 3 minutes de silence. Tous les jours, je fais 5 minutes. On dit que quand on a pratiqué 40 jours durant dans cette discipline qu'on s'est établie, on va pouvoir augmenter sa performance. On va pas Mhm. commencer avec un défi trop important. Et actuellement, on voit beaucoup d'applications qui émergent de méditation, des méditations guidées notamment. Quel est votre avis dessus? Ça peut être très bien, une méditation guidée, ça peut ressembler en fait un peu à un yoga nidra. On va nous proposer des images, une contemplation intérieure pour guider le mental. Au moins, réussir à toucher que le mental propose des idées qui ne sont pas intéressantes. On va les lâcher en douceur et contempler autre chose. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le vide sidéral. Donc, être guidé dans un premier temps, c'est bien. Maintenant, la vraie méditation, elle est silencieuse. Il y a d'autres liens également qu'on entend beaucoup avec le yoga, c'est le lien avec le végétarisme. Alors encore une fois, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, c'est un point aussi très important parce que on considère dans le yoga le vivant dans son ensemble. Et il y a un principe dans les yamas dont je vous parlais, ahimsa, est la non-violence. C'est un des principes fondamentaux énoncés par Patanjali. Et les animaux sont des créatures sensibles, douées d'intelligence, de pensée, de sentiments. Donc on ne mange pas un être sensible. D'autre part, lorsqu'on consomme de la viande, on absorbe en même temps les sentiments de l'animal au moment de sa mise à mort, la peur et la souffrance. Donc je vous laisse le soin d'y répondre. On peut aussi mettre l'accent sur la santé. Il ne faut pas oublier que les protéines animales contiennent de l'acide urique en de grandes quantités et qui, à force, cette acidité se dépose sur les articulations. Voilà. Donc, comme on peut trouver des protéines, des sources de protéines ailleurs, il vaut mieux les privilégier. Et donc du coup, sur ce sujet, est-ce que vous avez une routine alimentaire? Et si oui, est-ce que vous avez quelques astuces ou quelques partages à nous faire? Oui, absolument. On peut dire que le matin, il y a un geste capital dans le yoga. Après s'être lavé la bouche, c'est boire de l'eau tiède, sans substance, sans citron, sans thé, surtout pas du café. Voilà, on ne boit de l'eau chaude, de l'eau tiède, pour hydrater correctement son corps. On démarre sa journée comme ça. Évidemment qu'il y a le rituel du yoga, quelques mouvements, un temps d'arrêt, un petit temps de méditation, même ces fameuses 3 minutes. Et puis, on peut dire que si la personne va travailler, c'est bien qu'elle puisse
partir avec 2-3 petites choses à manger qui va lui permettre de mieux supporter la cantine. Par exemple, des épices. C'est tout simple. Mais les épices, c'est un point très, très important dans l'Ayurveda, la science de la médecine indienne, qui est intégrée évidemment dans le yoga. Et les épices font partie des aliments à ingérer afin de augmenter le feu digestif. Ça serait quoi comme épice? Oh, des cocktails. Des cocktails d'épices avec du cumin, avec du curry. Voilà, il vaut mieux acheter. Vous avez des tandoori tout prêts en fonction des goûts, et comme ça vous pouvez saupoudrer votre petit mélange. Il peut y avoir de la cannelle, de la cardamone, même des épices qui sont destinées pour du sucré en apparence. On peut s'en servir dans des plats salés. Donc c'est vraiment une question aussi de goût. Il faut se faire plaisir au palais. Ensuite, le repas du midi doit être plus important que le soir. Ça, c'est dans le rituel quelque chose de très important, d'essayer de manger le soir relativement de bonne heure, si possible entre 18h et 19h, en tout cas avant 20h. Et très léger, des légumes, un fruit cuit, jamais de fruits crus. Les fruits crus se mangent le matin, en fin de matinée, ou en fin de journée, à partir de 4h. 4h, 5h, on mange des fruits. Et le soir, c'est un repas plutôt chaud et léger. Voilà, pour se coucher, en fait, l'estomac vide. Très bien. On va essayer d'appliquer ça. C'est déjà aussi une grande révolution. Hein. Ces simples petits conseils peuvent déjà transformer beaucoup de choses. Oui, clairement. On a parlé du coup beaucoup d'asana, de posture pendant cette conversation. Est-ce que vous avez un ou deux exercices simples que vous pouvez recommander, où on pourrait, comme vous l'avez dit, on pourrait voir les effets? Absolument. Alors plutôt que d'exercice, en yoga, on parle d'asana. En fait, l'asana traduit un état d'être par l'attitude corporelle. Je peux vous en proposer deux, faciles à comprendre. Le premier consiste à partir de la posture allongée au sol, sur un tapis, voire même une couverture supplémentaire pour rendre la surface confortable. Il suffit de ramener les deux genoux vers la poitrine, croiser les pieds et placer les mains près du sol, au sol, plutôt près des fessiers, pour soutenir le mouvement. Il faut juste, sur l'expire, donner un élan pour retrouver la position assise, la tête en direction des pieds, le dos bien arrondi, et à l'inspire, on retourne au sol en position de départ, mais en allant un peu plus loin, c'est-à-dire les pieds derrière la tête. Et on recommence. Expire vers l'avant, la tête vers les pieds, inspire, les pieds derrière la tête. C'est un véritable automassage du dos qui permet d'assouplir les muscles du rachis, et donne de la souplesse. En fait, c'est une préparation aux postures plus avancées, les postures inversées, Charvangasana, Alasana, Karnapadasana. On peut après décliner sur toutes les postures inversées. Voilà. La deuxième posture, eh bien, c'est une posture phare dans le yoga qui se nomme Shavasana. Elle est considérée comme simple et difficile parce que la simplicité n'est pas toujours facile. Je vous l'ai décrit dans le Yoga Nidra. En fait, il suffit de s'allonger au sol, les jambes légèrement écartées, les pointes de pied vont tomber vers l'extérieur, les bras le long du corps et légèrement éloignés. Les paumes de main sont tournées vers le haut. Elles indiquent ainsi une position d'écoute. La tête est bien alignée, il faut penser à rentrer le menton. Et le corps est détendu. On ferme les yeux. Il suffit de laisser faire. Écouter les bruits environnants, puis doucement se concentrer sur le mouvement du souffle. C'est tout. Le souffle entre, le souffle sort, et ne pas intervenir. On peut rester ainsi plusieurs minutes. Shavasana est utile tous les jours, et à chaque moment de la journée, on peut y revenir. Merci Olga. Et pour le mot de la fin, quels seraient les moments de bien-être que vous pouvez recommander dans notre quotidien, notamment quand on travaille?
les moments de bien-être, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le réveil. Se réveiller un quart d'heure plus tôt, c'est pas grand-chose, mais ça va nous permettre d'entrer dans la journée avec ce fameux temps de pause. Ne pas se précipiter dans sa journée, mais s'arrêter en posture d'assise. Une fois évidemment, on s'est lavé les dents, qu'on a bu son verre d'eau tiède, et surtout avant le petit déjeuner. Après, il y a un autre temps que l'on peut trouver tout au long de sa journée, c'est en adoptant quelques asanas d'étirement pour ne pas rester assis trop longtemps. D'entrer dans un mouvement doux et que l'on connaît, que l'on a pratiqué pendant les séances de yoga. Un autre point capital, c'est de diminuer son temps de télévision. Je crois que là, ça serait vraiment une très bonne chose si le soir, on pouvait entrer dans le silence, dans la lecture et ne pas se nourrir d'images. Merci Olga. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cet épisode et pour avoir partagé votre expérience et tous vos conseils. Dans le yoga, on dit namasté. Namasté, c'est pour se quitter, mais aussi pour se dire bonjour. On peut le dire à tout moment. C'est pour reconnaître la part sacrée qui est en chacun de nous. Et dans ce cas-là, ce sera le mot de la fin. Namasté. Merci. Namasté. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous mets dans les notes quelques informations supplémentaires pour aller plus loin. Tout d'abord le site d'Olga, si vous voulez en savoir plus. Un lien pour connaître les différents types de yoga et comment bien le choisir. Le centre Tapovan, où Olga a suivi sa formation et où elle donne encore des cours. Et enfin les quelques références qu'Olga a citées. Encore merci pour votre écoute. Je vous laisse partager et commenter. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Élan.